Quand on aborde la question de l'interculturalité, on brasse très large. On s'intéresse au rapport à l'autre, au lien social, au vivre ensemble. Ça nous permet de réfléchir sur les rencontres, la diversité, et de mieux comprendre justement l'interlocuteur, celui avec lequel nous dialoguons, en sachant que ces rencontres peuvent être harmonieuses, mais aussi conflictuelles, et qu'il y a des mécanismes, par exemple, d'intégration ou d'exclusion qui peuvent intervenir à la suite de ces rencontres interculturelles. Et ça suppose que l'on ait une disposition d'esprit qui va vers l'ouverture à l'autre, avec ses valeurs, ses normes, qui ne sont pas nécessairement les nôtres, un esprit critique, et puis une certaine empathie, pour tenter de comprendre quelles sont les représentations de ceux qui ne pensent pas comme moi. Et du coup, ça nous oblige à avoir un regard qui est à la fois comparatif, ma culture par rapport à une autre, et aussi interdisciplinaire. Donc avec l'interculturel, on a la chance de pouvoir, derrière cette thématique, réfléchir à ce fameux rapport à l'autre et à la manière dont on peut l'envisager de manière plus apaisée. Je suis né à Casablanca au Maroc. Mon grand-père paternel est enterré à Casablanca et il a fondé dans les années 30 les premières conserveries de sardines à Safi. Et mon autre grand-père maternel, lui, est né à Tlemcen en Algérie. Et le hasard de l'histoire a fait que j'ai fait mon service national comme professeur à Tlemcen, en Algérie. Donc le Maghreb, pour moi, c'est en quelque sorte une terre qui m'est familière, à laquelle je suis très, très attaché. J'ai naturellement, depuis mes origines, un intérêt pour l'interculturel, que j'ai fait fructifier à ma façon. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir des ouvrages qui ont été publiés en arabe, en anglais, en portugais, en roumain, en japonais. Et pour moi, c'est pas un signe ici d'esbrouffe, mais ça correspond à une volonté de développer ces relations interculturelles. J'ai une étudiante qui a travaillé cette fois sur l'île de la Réunion. Parce qu'à l'île de la Réunion, vous avez une variété très forte de populations, d'origine métropolitaine, d'origine indienne, ce que l'on appelle là-bas les Arabes, d'origine chinoise, d'origine malgache, et vous avez des créoles blancs, qui sont des petits planteurs de canne, des créoles noirs, qui sont descendants, hélas, de l'esclavage. Donc si je ne fais pas l'effort de saisir l'histoire de ces populations, de comprendre leur culture, je n'arriverai pas à bien appréhender comment, à La Réunion, il y a intégration. Voilà encore un exemple intéressant où il y a un mélange des cultures et il faut que j'ai les clés d'interprétation et ça demande un effort. Je ne l'ai pas comme ça, il faut que j'observe, ce n'est pas dans les livres. Et un autre exemple, une dame qui voulait travailler en Pennsylvanie sur les Amish. C'était une femme, elle était célibataire, elle fumait, elle conduisait. Donc heureusement, avant de partir, elle s'est renseignée sur les opportunités, certes, mais aussi sur les contraintes qu'elle avait à faire pour entrer dans ce monde très particulier qu'est le monde des Amish. Voilà quelques exemples, je pense, qui vous montrent comment ces étudiants-là, dans des domaines très différents, ça peut être la question de l'intégration, ça peut être la question du monde des organisations, ça peut être la question des politiques, par exemple, d'action affirmative, essayent à leur façon de pouvoir ne pas avoir simplement les grilles avec lesquelles ils ont été formés, mais s'acculturer à d'autres et en retour bénéficier aussi d'un regard de l'autre qui va les enrichir. Au niveau académique, il est clair que le thème de l'interculturel prend de plus en plus d'importance. Il y a encore 15-20 ans, les chercheurs étaient relativement peu nombreux à s'intéresser à cela. Ça pouvait être les ethnologues, par exemple, qui vont sur un terrain lointain ou exotique. Mais il est vrai qu'avec les problèmes qui se posent par rapport aux flux migratoires, par rapport aux politiques d'insertion, d'intégration, la question est forte et, naturellement, incite beaucoup de chercheurs à maintenant s'investir. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre l'Atlantique Nord, disons le modèle américain ou canadien, le modèle anglo-saxon en général, et ce qu'on voit en Europe méditerranéenne. Il y a des choses qui sont des découvertes pour nous depuis relativement peu de temps, comme la discrimination positive, alors que ça date de plus de 60 ans depuis le président Kennedy aux États-Unis, ou en Inde depuis l'indépendance. Donc il est clair que le regard
fluctuent et que, chose très curieuse, alors qu'en France, on découvre avec un certain enthousiasme ces politiques en pensant qu'elles peuvent nécessairement aller dans le bon sens, d'autres qui l'ont expérimenté 50, 60 ans après commencent, comme l'on dit, à en revenir, à s'interroger, à remettre en cause. Donc c'est très, très curieux les mouvements d'aller-retour des 2 côtés, des questions qui semblaient, négligeables, qui deviennent importantes ici, qui étaient essentielles, qui sont maintenant critiquées et le chercheur justement essaye de repérer, dans les différentes configurations, ce qu'il y a d'intéressant et comment ça évolue. Le chercheur est sensible à ces évolutions, il les observe, il les décrit, il les analyse et puis les politiques, il y a des cycles. Parfois étonnamment, on joue la carte de la tolérance, parfois on resserre l'étau et les débats contemporains dans différents pays en Europe, montrent bien, justement ces évolutions.